Merci de préférer Speedline TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, les tractations se poursuivent au Bénin. En prélude aux élections générales de 2026, ce lundi, les responsables de la Foscori pour un Bénin émergent ont rencontré ceux du bloc républicain. La substance des échanges dans un instant. Ce 8 septembre, le monde a célébré la journée internationale de l'alphabétisation à Lokossa. La commémoration a bien eu lieu. Plus de précisions dans ce journal. En interactualité, le deuxième sommet africain sur le climat s'est ouvert ce lundi en Éthiopie avec 45 dirigeants réunis pour défendre les priorités du continent et réclamer une justice climatique. Au Bénin, tout se met en place en ce qui concerne les élections générales de 2026. Côté parti politique, après l'UPR, le parti Foscori pour un Bénin émergent poursuit ses tractations. Il a rencontré les responsables du bloc républicain ce lundi. Suivons ici quelques propos. Gouverner, dit-on, c'est prévoir, mais gérer, c'est anticiper. La Foscori pour un Bénin émergent, dans la gestion du processus électoral, a compris que le code électoral est une loi d'adhésion. Vous voulez aller à une élection dans un pays, il y a la loi électorale qu'on appelle le code électoral. Le code a ses exigences. Et en l'analysant, nous avons compris qu'il est difficile, voire peut-être impossible, à un parti seul de satisfaire aux exigences du code électoral, surtout en ce qui concerne non seulement les 10% sur le plan national, mais les 20% par circonscription. Alors, nous avons interrogé le code électoral. Si c'est difficile, si c'est impossible, qu'est-ce qu'on peut faire? Le code répond, je vous permets d'aller en accord de gouvernance, en accord de coalition législative, pour que vous vous complétez. Et comme gérer, c'est anticiper, nous avons compris qu'on ne pêche que dans la rivière où il y a des eaux. Si vous pêchez dans une rivière où il n'y a pas de poisson, merleau, cap, dorade, vous ne pêcherez rien. Vous n'avez pas de l'argent. Il faut aller emprunter de l'argent chez celui qui en possède. Si nous sommes ici, après avoir rencontré nos amis de l'UPR, ici BR, nous irons à toutes les élections. C'est-à-dire distinctement. Il n'est un secret pour personne que la réforme du système partisan vise à assainir le paysage politique dans notre pays, le Bénin. Et le BR s'inscrit dans le dialogue, la concertation, les échanges interpartis avec n'importe quelle obédience. Toutes les obédiences possibles qui sont légalement constituées. Le BR est amène d'échanger avec eux parce que nous sommes tous d'abord des Béninois, nous sommes des citoyens de ce pays et nous aspirons tous à construire ce pays. C'est vrai, les gens s'étonnent pourquoi est-ce que l'opposition échange, se concerte avec la mouvance présidentielle. Je l'ai dit, nous sommes tous des citoyens béninois. Peut-être que le mot opposant est trop fort au point où les gens ne comprennent pas. Être opposant, ce n'est pas détruire, ce n'est pas casser tout ce qui existe. Mais c'est apporter des idées nouvelles, apporter la contradiction. La contradiction ne veut pas dire qu'il faut aller à la bagarre. Et je crois que c'est ce que les Foscori, point Bénin émergents, ont compris en allant vers nous, chercher ce qui leur manque. Et nous nous sommes ouverts à la compétition. Et donc, ce qui leur manque, nous allons essayer donc de les accompagner. Et cela va aboutir à la signature de 2 accords. Accord de coalition parlementaire pour ce qui concerne les députés afin de remplir les critères de 20% dans chaque circonscription électorale et aussi l'accord de gouvernance pour pouvoir leur compléter les parrainages qui manquent éventuellement. Autre volet de l'actualité, le 8 septembre a marqué la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation placée cette année sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère numérique ». Ce thème met en lumière les risques d'exclusion liés au fossé numérique qui prive d'accès aux compétences essentielles. À Lokossa, la journée a été effectivement commémorée. Le reportage.
Le 8 septembre de chaque année, le monde entier commémore la Journée internationale de l'alphabétisation. Elle offre l'occasion de réaffirmer l'importance de l'alphabétisation comme droit fondamental, facteur de dignité humaine et levier de développement durable. L'Okossa, dans le département du Mono, n'est pas resté en marge de cette journée. Les défis qui sont là, chacun de nous arrive à s'inscrire dedans. Maintenant, ce défi, comment nous allons faire? Et c'est ça la question au niveau des OPA. Si ensemble, au niveau des OPA qui sont dans le domaine alphabétisation, si l'État que nous accompagnons peut quand même essayer à partir de maintenant de voir comment nous allons travailler ensemble en synergie, en complémentarité pour qu'en 2026, quand nous allons nous asseoir, il ne faut pas qu'on passe encore à un autre thème, mais il faut qu'on arrive à évaluer si réellement au Bénin, il y a une évolution dans l'appui numérique au niveau de l'alphabétisation. Consciente de cet enjeu, la direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a déjà entrepris un chantier majeur, la codification des langues nationales. En harmonisant leur alphabet et en standardisant leurs orthographes, nous faisons entrer nos langues dans l'ère du numérique. De langues transcrites, elles deviennent des langues écrites, pleinement adaptées aux outils modernes et capables d'exister dans l'univers digital. C'est là un pas décisif pour inscrire notre identité linguistique et culturelle dans le mouvement mondial de la modernité. Promouvoir l'alphabétisation à l'aide du numérique, c'est le thème retenu cette année par l'UNESCO. Pour les acteurs, il interpelle sur une réalité incontournable. L'alphabétisation du XXIe siècle ne peut plus se limiter aux savoirs fondamentaux. L'alphabétisation donc ne se limite plus à la seule capacité de déchiffrer des mots imprimés. Elle englobe désormais la maîtrise des outils numériques, la compréhension des algorithmes et la navigation sécurisée sur le web. Il s'agit donc d'un enjeu majeur pour notre département car elle conditionne l'accès à l'emploi, à l'information, aux services publics et à une véritable citoyenneté numérique. Au niveau de l'alphabétisation, nous avons besoin des ressources financières et techniques pour faire décoller l'alphabétisation. Et pour coller à cet idéal, nous avons prévu, avec la permission des autorités ministérielles, la signature de conventions avec des OPA, avec des ONG, avec des fondations. Et je voudrais vraiment remercier ces OPA qui ont accepté d'accompagner le secteur de l'alphabétisation pour son réel décollage. Cette journée, organisée en porte ouverte à l'Okossa depuis le 5 septembre dernier, constitue un moment privilégié pour dresser l'état des lieux, partager d'expériences et tracer de nouvelles voies pour la promotion de l'alphabétisation. Le Bénin a réalisé des progrès notables dans le domaine de l'alphabétisation numérique grâce aux efforts du gouvernement du président Patrice Talon et de ses partenaires techniques et financiers. Nous avons donc pu développer des programmes et des initiatives pour promouvoir l'alphabétisation fonctionnelle et professionnalisante. En guise d'exemple, nous avons la plateforme numérique SANO qui vise à soutenir l'alphabétisation dans sa globalité en offrant des ressources éducatives adaptées aux besoins des apprenants. À cela s'ajoute la création d'un site web alpha-educmaster.bj, des bibliothèques numériques fixes et itinérantes pour le maintien des alphabétisés dans les liens de la lecture, toutes choses qui concourent désormais à une synergie d'action contenue dans un système intégré et formalisé.
Chaque Béninois est donc invité à se mobiliser derrière les initiatives du gouvernement car, au-delà d'un acquis personnel, l'alphabétisation demeure la clé d'une participation citoyenne éclairée, d'une économie prospère et d'une société solidaire. Dans l'actualité internationale à présent, en Côte d'Ivoire, à moins de 2 mois de l'échéance, on connaît désormais la liste des candidats qui participeront à l'élection présidentielle. Ils sont 5. Sans surprise, l'ancien président et le patron du PDCI ont été définitivement exclus de la course par le Conseil constitutionnel. La proclamation de la liste des candidats a été faite par la présidente du Conseil constitutionnel. Suivant. En application de l'article 52 du Code électoral, la Commission électorale indépendante a transmis le 29 août 2025 au Conseil constitutionnel 60 dossiers de candidatures émanant des personnalités surnommées. Que conformément à l'article 56 du Code, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats le même jour, considérant qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de l'éligibilité des candidats et à la vérification des parrainages des électeurs conformément aux dispositions du Code électoral. Qu'en application des termes combinés des alinéas 3 et 4 de ce texte, le Conseil établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité, puis arrête et publie la liste définitive des candidats. Considérons que l'article 51 nouveau du Code électoral dispose que chaque candidat à l'élection du président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée. Considérant que l'article 55 alinéa 3 dispose le candidat à l'élection présidentielle doit jurer de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Qu'il convient donc, en application des textes, de statuer sur la recevabilité des déclarations de candidature avant de statuer au fond sur l'éligibilité des candidats. Article 3. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 est arrêtée ainsi qu'il suit. Alassane Ouattara, Eyve Simone épouse Gbagbo, Lagou Adjoua Henriette, Billon Jean-Louis Eugène, Domelo Sénin Awa Jacob. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Les tensions restent vives dans la cité d'Ouvira, au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce lundi, une nouvelle manifestation a éclaté réclamant le départ du général Olivier Gassita Mukunda. Le reportage. Ce lundi, une nouvelle mobilisation a eu lieu à Ouvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des centaines de manifestants soutenus par la société civile ont protesté contre la récente nomination du général Olivier Gassita Mukunda. On nous a envoyé un officier dont nous ne sommes pas d'accord, c'est le général Olivier Gassita. Il a une très mauvaise expérience au niveau de Bukavu. Si Bukavu est tombé aujourd'hui, c'est grâce à Gassita et Yave qui est actuellement en prison. Les manifestants exigent son départ, l'accusant d'avoir collaboré avec les rebelles du M23 lors de la prise de Bukava en février dernier. Maintenant, nous nous demandons quelqu'un qui a échoué lamentablement dans la vie de Bukavu. Pourquoi on peut encore lui donner l'occasion de diriger là où il y a les FARDC en conjoint avec les Ouazalendo, avec la population. Il n'a pas la confiance de la population. C'est pour cela nous, ensemble avec cette population ouviroise, nous nous sommes mis debout et demandé son départ. Brandissant calicot, banderoles et drapeaux nationaux, ils ont scandé des slogans hostiles au général Gassita avant de remettre aux autorités locales un mémorandum
adressée au président de la République. En voulant sacrifier Uvira Fizi Mwenga, on a décidé de nommer ici pour livrer la ville aux rebelles. À son arrivée à Uvira, la population a lancé une série de villes mortes pour exiger son départ. La marche encadrée par la police des forces armées de la RDC s'est déroulée dans le calme, jusqu'à la dispersion. Des tirs de sommation ont soudainement retenti, semant la panique. La société civile dénonce un bilan d'au moins 4 morts et plusieurs blessés. L'Afrique hausse le ton face à l'urgence climatique. Réunis à Addis Abeba du 8 au 10 septembre, les dirigeants du continent veulent faire entendre une voix commune dans les négociations internationales. Objectif, obtenir des financements plus conséquents, défendre une transition énergétique et affirmer le rôle de l'Afrique dans la gouvernance environnementale mondiale. Suivant. L'Afrique invite les investisseurs à considérer les fonds injectés dans l'adaptation climatique comme stratégiques pour l'avenir. C'est le point de vue de dizaines de chefs d'État et de gouvernement réunis au 2e sommet africain sur le climat à Addis Abeba. La vulgarité de nos pays membres causée par le changement climatique, le fardeau de la dette et les inégalités structurelles de l'architecture financière internationale doivent être corrigées par la justice climatique. Nous avons besoin d'une véritable coopération pour la mise en œuvre d'un plan d'adaptation de notre continent en fournissant des ressources financières, des technologies et de l'expertise. Dans la capitale éthiopienne, les dirigeants africains tentent de clarifier les priorités du continent avant l'Assemblée générale de l'ONU, le G20 et la COP à venir. La vérité est indéniable. Aucune nation ne peut résoudre cette crise seule. Seule une collaboration audacieuse, unie et soutenue nous permettra d'éviter la catastrophe climatique. L'isolement n'est pas une stratégie gagnante, c'est courir à l'échec. À ce sommet ouvert lundi, certains militants de l'action climatique ont fait des propositions pour le financement. Greenpeace parle de taxation des pollueurs. Ce 2e sommet sur le climat d'Addis doit être en mesure de trouver des mécanismes pour financer l'adaptation climatique et le développement de l'Afrique. Nous devons faire payer les pollueurs qui sont à l'origine de cette catastrophe climatique. Nous devons taxer les pollueurs. Nous devons taxer les plus riches pour qu'ils puissent générer des ressources et les faire payer pour le pillage climatique qu'ils font subir au continent. Le sommet de cette année a pour objectif de débloquer le financement de la lutte contre le changement climatique et d'accélérer les solutions et l'adaptation menées par l'Afrique. En pleine tension commerciale avec le président américain Donald Trump, les dirigeants des BRICS, dont le Brésil, la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud, ont débuté ce lundi un sommet virtuel pour discuter de la défense du multilatéralisme. Le président américain soumet depuis le 6 août une part des exportations brésiliennes à des surtaxes douanières de 50%. Le reportage. Le président russe Vladimir Poutine a participé lundi par visioconférence au sommet virtuel des BRICS sur les tarifs commerciaux imposés par Donald Trump. Convoqué par le Brésil, cette réunion visait également à discuter de la coopération entre les pays membres des BRICS dans les domaines du commerce, de l'économie, de la finance, de l'investissement et d'autres sphères. Ceci en tenant compte de la situation actuelle de l'économie mondiale, ébranlée par la mise en œuvre irrégulière des droits de douane. Pour le président chinois présent à cette assemblée, le multilatéralisme serait une base importante pour la paix et le développement dans le monde. Une proposition qui, selon lui, galvaniserait l'action commune et entraînerait un système de gouvernance internationale plus juste et plus équitable. De nombreuses propositions ont également été faites pour améliorer le système de gouvernance mondiale. Outre les présidents russes et chinois, leurs homologues sud-africains Cyril Ramaphosa, égyptien Abdel Fattah el-Sisi, iranien Massoud Pezeshkian, indonésien Prabowo Subianto, le prince héritier d'Abu Dhabi Sheikh Khaled Ben Mohammed, ainsi que les représentants de l'Inde et de l'Éthiopie étaient présents à ce sommet virtuel présidé par Lula da Silva. Israël continue ses opérations militaires dans la bande de Gaza.
Un immeuble de grande hauteur a été détruit après que les habitants ont été sommés d'évacuer dans le cadre d'une offensive visant à reprendre le contrôle de la principale ville palestinienne. C'est après moi. Déluge de feu sur Gaza. Israël vient de frapper l'un des derniers bâtiments résidentiels de la ville. L'offensive sur le territoire palestinien se poursuit. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a sommé les ultimes habitants de s'en aller. Je vous ai promis il y a quelques jours que nous ferions tomber les tours de terreur à Gaza, et c'est exactement ce que nous faisons. Au cours de ces 2 derniers jours, 50 tours de ce type sont tombés. L'armée de l'air les a abattus. Tout cela n'est qu'une introduction, un prélude à l'opération principale et puissante, une manœuvre terrestre de nos forces qui sont en train de s'organiser et de se rassembler dans la ville de Gaza. Je dis donc aux habitants de Gaza, je profite de cette occasion et écoutez-moi attentivement. Vous avez été prévenus, sortez de là. Après la destruction, les autorités de Gaza dénombrent au moins 65 morts et 320 blessés en 24 heures. Avec ces obus, l'armée israélienne déclare viser des postes d'observation du Hamas. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.